Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma fiancée m'a dit d'envoyer mes enfants en pensionnat où le mariage serait annulé. Alors j'ai tout annulé et j'ai regardé son monde s'effondrer. J'ai 38 ans. Je suis père célibataire avec 2 enfants de 10 et 12 ans. Leur mère est décédée il y a quelques années. Et depuis, nous sommes juste tous les 3. La vie n'a pas toujours été facile. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti. Mes enfants sont formidables. Ils sont gentils, intelligents et résilients. Et ils ont été ma plus grande motivation pour aller de l'avant. Il y a environ 1 an et demi. J'ai rencontré quelqu'un, appelons-la Sophie. Elle a 34 ans. Et nous nous sommes rencontrés par des amis communs lors d'un barbecue. Au début, elle semblait être tout ce que j'espérais. Elle était extravertie, charmante, et avait cette étincelle qui attirait les gens, on s'est tout de suite entendu. Et bientôt, on sortait ensemble. Sophie a fait des efforts pour connaître mes enfants dès le début, ce que j'ai apprécié. Elle les emmenait manger une glace ou au parc, et elle essayait toujours de s'engager avec eux. Mes enfants étaient polis avec elle, mais je sentais qu'ils restaient un peu en retrait. Peut-être parce que ils avaient déjà traversé tant de choses. Ils étaient prudents à l'idée de s'attacher à quelqu'un de nouveau. Je me disais que c'était normal. Ces choses prennent du temps. Non, au début. Tout semblait parfait. Sophie semblait comprendre que mes enfants étaient mon monde, et que nous formions un tout. Elle parlait de combien elle admirait ma façon d'être parent, et combien elle voulait faire partie de nos vies. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un dans mon camp qui semblait comprendre. Avec le temps, notre relation est devenue plus sérieuse. Sophie et moi passions plus de temps ensemble. Et elle a même commencé à dormir à la maison parfois. Mes enfants étaient d'accord avec ça. Ils n'avaient pas l'air particulièrement enthousiastes, mais ils n'étaient pas contre non plus. Je pensais qu'on s'adaptait tous bien à l'idée de mélanger nos vies, mais en y repensant, il y avait des petits détails qui auraient dû m'alerter. Par exemple, Sophie a commencé à faire des commentaires sur la maison. Elle disait des choses comme « c'est cosy, mais peut-être qu'on pourrait moderniser un peu ». Ou « les chambres des enfants sont mignonnes, mais ce serait amusant de les relooker ». À l'époque, je n'y ai pas trop prêté attention. Je pensais qu'elle voulait juste apporter sa touche personnelle, et j'étais d'accord avec ça. Une autre chose était la façon dont elle parlait de notre avenir. Elle faisait des remarques sur la vie qu'on pourrait construire ensemble, voyager, et peut-être même avoir un enfant à nous un jour. En théorie, je n'étais pas contre, mais je lui ai toujours dit clairement que ma priorité, c'était mes enfants. Elle souriait et hochait la tête. Mais maintenant que j'y pense, je ne suis pas sûr qu'elle comprenait vraiment. Et puis, il y avait sa famille, en particulier son frère, Julien. Il revenait parfois dans la conversation, mais pas de manière positive. Julien traversait apparemment une période difficile. Sophie mentionnait qu'il avait perdu son travail, qu'il peinait à se remettre sur les rails, et qu'il vivait chez leurs parents. Elle parlait de lui comme s'il était une cause perdue, mais aussi comme si c'était la responsabilité de tout le monde de l'aider. Au début, je n'y ai pas trop pensé. On a tous des membres de la famille qui ont besoin d'un peu plus de soutien parfois, et je me disais que ce n'était pas à moi de juger. Mais en apprenant à mieux connaître Sophie, j'ai réalisé à quel point Julien était vraiment un désastre. Il ne gardait aucun emploi, prenait de mauvaises décisions, et semblait n'avoir aucune motivation pour changer. Pourtant, rien de tout ça ne semblait être un obstacle à l'époque. Sophie et moi nous rapprochions, et je commençais à penser à notre avenir ensemble. J'avais été seul si longtemps, et ça faisait du bien d'imaginer avoir une partenaire. Environ 1 an après le début de notre relation, j'ai sérieusement envisagé de faire ma demande en mariage. Sophie avait laissé des indices depuis un moment, me montrant des photos de bagues qu'elle aimait, parlant de lieux de mariage, ce genre de choses. Je n'étais pas aveugle à ça. Et honnêtement, je pensais que c'était une bonne idée. Mes enfants allaient bien à l'école. On avait une routine stable. Et je me sentais prêt à passer à l'étape suivante. Je savais que ce ne serait pas facile de fusionner nos vies complètement. Mais je croyais qu'on pouvait y arriver. J'ai planifié une demande simple, mais significative, dans le parc où nous avions eu un de nos premiers rendez-vous. Pas de grand spectacle, juste quelque chose de sincère. Le jour J, j'étais nerveux mais excité, en marchant. Je lui ai dit à quel point elle comptait pour moi. Puis j'ai sorti la bague et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui, folle de joie, en enfilant la bague, déjà en train de rêver aux préparatifs du mariage et à notre avenir ensemble. À ce moment-là, tout semblait parfait. Je n'avais aucune idée de la vitesse à laquelle tout allait s'effondrer. Les premières semaines après la demande étaient un tourbillon d'excitation. Sophie s'est jetée à corps perdu dans les préparatifs du mariage, choisissant des palettes de couleurs, visitant des lieux et parcourant des tableaux Pinterest comme si c'était son travail à temps plein. J'essayais juste de suivre entre le travail, m'occuper des enfants et gérer tout le reste.
Je l'ai laissé prendre les rênes des détails du mariage. Elle semblait ravie, et je ne voulais pas gâcher ça. Mais avec le temps, des petites choses ont commencé à me déranger. Au début, c'était dans de petits commentaires ici et là, comme quoi la maison avait besoin d'une touche féminine, ou qu'elle imaginait notre avenir plus raffiné. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle entendait par raffiné, mais je l'ai ignoré. Peut-être était-ce sa façon de dire qu'elle voulait contribuer ou faire en sorte que l'espace soit aussi le sien. Puis elle a commencé à faire des suggestions, subtiles au début. Ne serait-ce pas bien de ranger certaines vieilles affaires des enfants, tu sais, pour donner à la maison une ambiance plus ouverte? Ou peut-être qu'on pourrait déplacer certaines de leurs affaires au garage pour garder les chambres plus ordonnées, prises séparément. Ces commentaires ne semblaient pas graves, mais en les additionnant, j'avais l'impression qu'elle essayait d'effacer des parties de la maison qu'on avait construite. Je n'ai pas dit grand-chose à l'époque. Je me disais qu'elle était juste excitée à l'idée de construire une vie ensemble, et que je suranalysais peut-être. Mais ensuite, il y a eu les meubles. Un samedi matin, Sophie s'est arrivée avec un catalogue et un plan pour améliorer le salon. Je ne voyais même pas ce qui avait besoin d'être amélioré. Le canapé était correct, la table basse était solide, et les poufs des enfants dans le coin étaient non négociables. Elle parlait de rendre l'espace plus adulte et moins chaotique. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas répondre sèchement. C'était une maison familiale, pas une vitrine de magazine. Le premier vrai conflit est arrivé quand elle a suggéré de transformer la pièce de rangement, qui servait aussi de bureau et d'espace créatif pour les enfants, en chambre d'amis. Elle a appelé ça un compromis, car les enfants pourraient encore l'utiliser parfois. Cette pièce était plus qu'un simple espace. C'était là que les enfants faisaient leurs projets artistiques, où je travaillais tard le soir quand ils dormaient, et honnêtement, c'était l'une des rares parties de la maison qui nous appartenait vraiment. Je lui ai dit qu'on ne la changerait pas. Elle n'a pas discuté ouvertement. Mais je voyais l'irritation sur son visage. Elle a fait un commentaire passif-agressif sur le fait qu'il faudrait bien trouver un moyen de faire de la place pour tout le monde. Et j'ai laissé tomber. À peu près à ce moment-là, Julien a commencé à apparaître plus souvent dans ses conversations. Il vivait apparemment chez ses parents, mais selon Sophie, c'était temporaire. Elle mentionnait qu'il avait besoin de soutien et que c'était dur pour elle de le voir lutter. Je ne répondais pas vraiment, car je ne savais pas quoi dire. Julien n'était pas ma responsabilité. Et j'avais déjà assez à gérer. Puis est venu le jour où elle m'a demandé si Julien pouvait venir dîner. Elle a dit qu'il voulait mieux me connaître, ainsi que les enfants. Vu qu'on allait bientôt être une famille, j'ai accepté. Pour être honnête, j'étais curieux de lui. Le dîner était gênant. Julien est arrivé en retard, dégageant une aura de mauvaise décision, et a passé la soirée à se plaindre de la dureté de sa vie. Il a à peine prêté attention aux enfants, qui étaient excités de le rencontrer, et n'a vraiment parlé qu'à Sophie. J'ai essayé de faire la conversation. Mais c'était laborieux. Après son départ, Sophie s'est extasiée sur le fait que c'était génial qu'on se soit tous réunis. Je ne savais pas à quel dîner elle avait assisté, mais ce n'était pas celui que je venais de vivre. Je lui ai dit que Julien semblait traverser beaucoup de choses, et elle est immédiatement devenue défensive, disant qu'il avait juste besoin d'une chance de se reprendre. J'ai encore laissé tomber, mais quelque chose dans la façon dont elle le défendait ne me plaisait pas. Quelques semaines plus tard, Sophie a commencé à parler de Julien plus souvent. Elle disait que ses parents la pressaient de l'aider et qu'elle se sentait déchirée entre sa famille et son avenir avec moi. Je voyais qu'elle cherchait quelque chose, mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. C'est là que ses demandes ont commencé à devenir plus audacieuses. Elle a évoqué l'idée que Julien reste chez nous quelque temps après le mariage. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Mais elle insistait. Elle disait que ce serait temporaire et qu'il se ferait discret. Je lui ai demandé où il dormirait, et elle a suggéré l'air de rien, la pièce de rangement. Je lui ai rappelé que c'était l'espace des enfants, et elle a balayé ça comme si ce n'était pas grave. La conversation n'a mené nulle part, mais ça m'a laissé un goût amer. À peu près à ce moment-là, j'ai aussi remarqué un changement dans la façon dont Sophie interagissait avec les enfants. Elle a commencé à leur poser des questions sur l'école et leur routine, ce qui semblait inoffensif au début. Mais ensuite, elle a fait des commentaires bizarres sur le fait qu'ils bénéficieraient d'une structure ou qu'ils pourraient apprécier un nouvel environnement un jour. Mon fils m'a demandé ce qu'était un pensionnat. Je me suis figé. Je lui ai demandé où il avait entendu parler de ça. Et il m'a dit que Sophie en avait parlé. À ce moment-là, les alarmes dans ma tête ont retenti à plein volume. Quand j'en ai parlé à Sophie, elle a ri et dit qu'elle parlait juste des bons programmes des pensionnats pour les enfants. Elle a dit que c'était une conversation innocente, mais je n'étais pas convaincu. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle mette des idées comme ça dans leur tête, et elle est devenue défensive, disant qu'elle essayait juste d'aider. À ce stade, les fissures dans notre relation devenaient impossibles à ignorer. L'attention de Sophie semblait moins portée sur la construction d'une vie avec nous,
et plus sur la transformation de notre vie pour correspondre à sa vision. J'avais l'impression de ne pas juste fusionner une famille. J'étais poussé à faire des concessions avec lesquelles je n'étais pas à l'aise. Après cette conversation tendue à propos du pensionnat, je pensais qu'on avait dépassé ça. Je me disais que c'était juste un malentendu. Peut-être sa façon maladroite d'essayer de se connecter avec les enfants. Je voulais lui donner le bénéfice du doute, car à l'époque, je croyais encore qu'on travaillait vers le même avenir. Mais au fil des jours, les pièces du puzzle se mettaient en place, et ce n'était pas beau à voir. Je n'avais aucune idée jusqu'où elle comptait aller jusqu'à ce qu'un soir, elle me fasse asseoir et me dévoile tout. C'était une soirée comme les autres, les enfants étaient à l'étage en train de finir leurs devoirs, et j'essayais de me détendre sur le canapé après une longue journée. Sophie est entrée avec un air déterminé. Le genre d'expression qui me disait que ce qu'elle allait dire n'allait probablement pas me plaire. Elle s'est assise en face de moi. « Il faut qu'on parle », a-t-elle commencé. J'ai soupiré. « D'accord. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Elle a hésité un instant, ce qui ne lui ressemblait pas. Sophie ne se retenait généralement pas quand elle voulait quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à comment on va faire pour que ça marche une fois mariée. A-t-elle dit prudemment. « Ok. » Ai-je répondu. Déjà sur mes gardes. C'est à propos de la maison. A-t-elle continué. Je ne pense pas que ça va marcher comme c'est maintenant. Pas avec nous tous ici. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en sort bien comme ça. Elle a secoué la tête, me regardant comme si j'avais raté quelque chose d'évident. Non, pas vraiment. Cette maison est trop petite pour qu'on y vive tous confortablement. Il va falloir faire des changements. Je sentais ma patience s'effilocher. Sophie. Les enfants ont leur chambre. J'ai mon bureau qui sert aussi de pièce de rangement. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. De quel changement parles-tu? C'est là qu'elle a lâché la bombe. Je pense qu'on devrait envisager d'envoyer les enfants en pensionnat. Je l'ai dévisagé, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire, me souvenant que mes enfants en avaient déjà parlé. Un pensionnat. Tu es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, a-t-elle répondu, son ton fermé. J'ai fait des recherches, et il y a des programmes incroyables. Ils auraient une éducation de premier ordre, rencontreraient de nouveaux amis et apprendraient l'indépendance. C'est une belle opportunité pour eux. Et quelle est la vraie raison de cette suggestion? Ai-je demandé, plissant les yeux. Parce que ça ressemble moins à une idée pour les enfants et plus à autre chose. Elle a hésité à nouveau. Mais juste un instant. D'accord, a-t-elle dit, son ton devenant plus vif. Si les enfants allaient en pensionnat, ça libérerait de l'espace ici. Julien pourrait emménager et avoir une vraie chambre. Il a besoin de stabilité. Et c'est le meilleur moyen pour que ça arrive. Voilà. La vraie raison. J'ai secoué la tête, la colère montant. Tu veux que j'envoie mes enfants loin pour que ton frère adulte, alcoolique et sans emploi, ait une chambre dans leur maison. Tu t'entends parler. Elle a soupiré. Comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Julien traverse une mauvaise passe en ce moment. Il a besoin d'aide. Et ça lui donnerait un nouveau départ. Ce n'est pas juste pour lui. C'est pour nous, pour construire un avenir ensemble. Il faut penser à ce qui est mieux pour tout le monde. Ce qui est mieux pour tout le monde. Ai-je répété. Ma voix montant. Sophie. Ce qui est mieux pour mes enfants. C'est de rester dans leur maison avec leurs amis, leur routine et leur père. Pas d'être envoyé au loin pour que ton frère emménage. Son expression s'est durcie. Tu es tellement borne, a-t-elle rétorqué. Tu ne veux même pas envisager ce que le pensionnat pourrait leur offrir. Ce n'est pas comme si je proposais quelque chose de mal. Ils auraient une éducation incroyable. Et on aurait l'espace nécessaire pour repartir de zéro. Je n'ai pas besoin de repartir de zéro. Ai-je dit fermement. Mes enfants n'ont pas besoin de repartir de zéro. Ils ont besoin de stabilité. Quelque chose qu'ils ont à peine eu depuis la mort de leur mère. Et je ne vais pas jeter ça par la fenêtre parce que Julien ne peut pas se ressaisir. Son visage s'est crispé de frustration. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? Julien essaie de la famille. Il a besoin de nous. N'est-ce pas ce que les familles sont censées faire? S'entraider? Julien et ta famille. L'ai-je corrigé? Ma famille est à l'étage en train de faire ses devoirs dans une maison qui est censée être leur refuge. Tu n'as pas le droit de décider que leurs vies sont moins importantes que le confort de ton frère. Ça semblait l'avoir touché. Son ton est passé de défensif à carrément hostile. Tu agis comme si j'essayais de leur faire du mal. A-t-elle dit, sa voix tranchante. Ce n'est pas le cas. J'essaie de créer une vie où on a tous de l'espace pour respirer. Mais tu es tellement figé dans tes habitudes que tu ne vois pas à quel point ça pourrait être bien pour tout le monde. Ce n'est pas à propos de ce qui est bien pour tout le monde. Ai-je riposté? C'est à propos de toi essayant de pousser mes enfants hors de leur propre maison pour faire de la place à ton frère. Ça n'arrivera pas. Sophie. Ni maintenant. Ni jamais. Elle s'est levée brusquement, croisant les bras. D'accord. A-t-elle dit, essayant de se contrôler pour ne pas exploser, comme elle le faisait souvent. Si tu n'es même pas prêt à envisager ça,
Alors peut-être qu'on doit tout repenser. Je me suis levé aussi, soutenant son regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, a-t-elle dit lentement, que si tu ne peux pas mettre ma famille en priorité pour une fois, alors peut-être que ça ne va pas marcher. Je n'épouserai pas quelqu'un qui ne respecte pas ma famille. Je l'ai dévisagé, complètement abasourdi. Respecter ta famille. Tu veux parler de respect, et le respect pour mes enfants. Ma famille, elle n'a pas scellé. C'est ton choix, a-t-elle dit, répétant son ultimatum. Soit tu me choisis, soit tes enfants. À toi de voir. Et je ne me contenterai pas de moi. Elle est sortie de la pièce après ça, me laissant là en silence. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je savais depuis des semaines que quelque chose clochait, mais ça, c'était un tout autre niveau. Pour la première fois depuis que j'avais demandé Sophie en mariage, je me suis demandé si j'avais fait une énorme erreur. La tension dans la maison s'accumulait depuis des semaines. Chaque fois que Sophie parlait de Julien, on semblait se diriger vers une nouvelle dispute. Puis Julien est arrivé sans prévenir, et j'étais carrément dégoûté. L'audace de ce type m'a laissé sans voix. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi effronté? Aussi totalement inconscient qu'il ne comprenait pas un fait de base. On ne s'incruste pas dans la vie de quelqu'un en s'attendant à être pris en charge. Sa témérité n'était pas seulement déroutante, elle était répugnante. Ce n'était même pas la première fois que Julien se pointait sans prévenir chez moi. Mais après tout ce qui s'était passé récemment, je n'avais plus aucune patience pour ces frasquets. C'était un samedi matin quand c'est arrivé. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pendant que les enfants étaient dans le salon, en train de regarder des dessins animés. On a frappé à la porte, un coup sec et décidé. Le genre qui dit que la personne de l'autre côté ne partira pas tant que vous n'aurez pas répondu. J'appréhendais déjà qui ça pouvait être. Ignoré. Ai-je lancé aux enfants, pensant que c'était juste une livraison ou quelqu'un qui vendait quelque chose, mais les coups n'ont pas cessé. Quand j'ai ouvert la porte, Julien était là, avec son sourire suffisant habituel. Il avait cette attitude nonchalante, comme s'il passait chez un ami pour discuter, pas comme s'il s'imposait dans une situation qui ne le concernait pas. « Salut mec », a-t-il dit en me faisant un signe de tête. Je me suis dit que je passerais. T'as 1 minute. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre pourquoi il était là. Sophie n'a pas mentionné que tu venais, ai-je dit platement. Julien a haussé les épaules. Je pensais pas avoir besoin d'une invitation. Elle a dit que vous étiez encore en train de discuter des détails pour que je m'installe. Alors je me suis dit que je viendrais, tu sais, prendre la température. L'audace de ce type était incroyable. Je pense qu'il y a un malentendu. Ai-je dit, gardant un ton neutre. On n'a rien décidé à propos de ton installation. Julien a ri, comme si je venais de lui raconter une blague. Allez, mec. Sophie a dit que c'était presque réglé. Juste une question de logistique. Non. Avant que je puisse répondre, il est entré, passant devant moi pour aller dans le salon. Mon plus jeune a levé les yeux du canapé, perplexe, et mon aîné m'a lancé un regard qui disait tout ce que je ressentais déjà. Qu'est-ce qu'il fait là? Joli endroit, a dit Julien, regardant autour de lui comme s'il évaluait la maison. Il s'est affalé sur le canapé, s'étendant comme s'il était chez lui. J'ai serré les poings, essayant de rester calme. Julien, ce n'est pas le bon moment. Tu aurais dû appeler avant de venir. Avant qu'il ne puisse répondre. Sophie est entrée par la porte d'entrée. Elle s'est arrêtée 1 seconde en voyant Julien, puis a affiché un grand sourire exagérément joyeux. « Oh, Julien, je ne t'attendais pas si tôt. Si tôt, ai-je dit, me tournant vers elle. Je ne savais pas qu'il venait du tout. Elle a balayé ça d'un geste de la main, comme si ce n'était rien. J'ai dû oublier de le mentionner. Pas de mal. Hein? J'ai jeté un coup d'œil aux enfants et leur ai dit d'aller à l'étage. Une fois qu'ils étaient hors de portée, je me suis retourné vers Sophie et Julien. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, la voix tendue. Julien vient de me dire qu'il est là pour voir la maison, parce que vous avez parlé de son emménagement. Le sourire de Sophie a vacillé. Mais elle s'est vite reprise. Chérie, a-t-elle dit, s'approchant de moi. J'essayais juste d'aider. Julien est senti dans une situation difficile, et je pensais que s'il pouvait voir comment on pourrait arranger les choses, tu serais plus ouvert à l'idée. On en a déjà parlé. Ai-je dit, ma patience s'amenuisant. Je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Julien, toujours affalé sur le canapé, a décidé d'intervenir. Relax. Mec, c'est pas comme si je demandais la lune. Juste un lit et un peu d'espace pour respirer. Tu remarqueras même pas que je suis là. Je me suis tourné vers lui, le ton froide. Ce n'est pas à toi de décider. Julien. Et ça n'arrivera pas. Julien a ricané et s'est levé, disant « D'accord, d'accord. Pas besoin de s'énerver. Je vous laisse régler ça tous les deux. » Il a pris sa veste et s'est dirigé vers la porte, marmonnant quelque chose sous son souffle. Dès qu'il est parti, je me suis tourné vers Sophie. C'était quoi, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle rétorqué. Julien les fait, ma famille, il a besoin d'aide, et j'essaie de trouver une solution. C'est toi qui rends ça plus compliqué que ça ne devrait l'être.
C'est moi qui rends ça compliqué. Et je dis, ma voix m'entend. Tu fais des choses dans mon dos. Tu prends des décisions pour ma maison, mes enfants et ma famille. Comment c'est acceptable? Sophie a croisé les bras, me fusilant du regard. Tu es impossible. Julien aide de la famille. Et les familles s'entraident. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Parce que ce n'est pas juste à propos de Julien. Et je dis, c'est à propos de toi essayant de pousser mes enfants hors de leur maison pour lui faire de la place. Ils ont déjà assez souffert. Je ne vais pas bouleverser leur vie pour faciliter les choses pour toi ou ton frère. Son visage s'est tordu de frustration. Tu es tellement têtu, a-t-elle craché. Est-ce que tu te rends même compte à quel point c'est dur pour moi? J'essaie de construire un avenir avec toi, et tu es trop occupé à t'accrocher à ton petit monde parfait pour le voir. Ce petit monde parfait, c'est la vie de mes enfants. Ai-je riposté? Et je ne vais pas m'excuser de le protéger. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors peut-être que tu n'es pas prête à faire partie de cette famille. Son expression s'est durcie, et je savais ce qui allait suivre avant même qu'elle ne le dise. D'accord, a-t-elle dit froidement. Si tu n'es pas prêt à faire des compromis, alors peut-être qu'on doit repenser tout ça. Je suis resté là un moment, laissant ces mots s'imprégner. Puis j'ai pris une grande inspiration et les regardé dans les yeux. Tu as raison, ai-je dit. On doit repenser tout ça, et j'ai pris ma décision. Son visage a vacillé. Un mélange de choc et peut-être de colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je choisis mes enfants. Ai-je dit fermement. Ils passent en premier, toujours. Si tu ne peux pas accepter ça, alors on n'a pas d'avenir ensemble. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle m'a dévisagé comme si elle n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. Mais je n'ai pas reculé. C'est tout. Alors, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Oui, ai-je dit. C'est tout. Et sur ce, je me suis retourné et je suis parti, la laissant debout dans le salon, sans voix. En m'éloignant de Sophie ce jour-là, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. Il y avait du soulagement, sachant que j'avais tenu bon et choisi mes enfants, mais aussi une lourdeur dans ma poitrine. Ce n'était pas juste la fin d'une dispute, c'était la fin de tout ce vers quoi nous avions travaillé. Je savais que la rupture était inévitable, mais ça ne la rendait pas plus facile. Sophie ne l'a pas bien pris. Les premiers jours après que je lui ai dit que c'était fini, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle m'évitait, reconnaissant à peine ma présence quand elle passait récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées à la maison. Je pensais qu'elle était peut-être en train de tout digérer. Mais ensuite, la tempête a frappé, ça a commencé avec le mariage. Sophie m'a appelé un soir. Son ton froid des professionnels. Donc, je suppose que tu annules tout, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, gardant ma réponse brève. Il n'y a aucune raison de continuer les préparatifs. Sa réponse a été immédiate. Bien. Alors, il faut qu'on parle de l'argent. J'ai froncé les sourcils. Quel argent? Les acomptes, a-t-elle rétorqué. J'ai déjà versé un acompte pour le traiteur, et j'attends que tu me rembourses puisque c'est toi qui annules. C'était juste, j'ai fait une pause, réalisant que ces exigences ne s'arrêteraient jamais, même en pleine rupture. Sophie, j'ai déjà payé l'acompte pour la salle, qui était plus important que ce que tu as dépensé pour le traiteur. Ai-je dit, ce n'est pas la question, a-t-elle dit sèchement. C'est toi qui as décidé de mettre fin à tout ça. Alors tu devrais assumer les conséquences en financières, Sancheichika. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Je ne vais rien te rembourser, Sophie. On a tous les deux contribué à ce mariage. Et on connaissait tous les deux les risques des acomptes non remboursables. Tu as fait tes choix, et j'ai fait les miens. Ça nous concerne tous les deux. Elle n'a pas aimé cette réponse. Donc, quoi? Tu vas me laisser perdre des centaines d'euros. Je suis déjà à court de milliers. Ai-je dit? Ma voix ferme. La salle. Les invitations. Les fleurs. J'ai tout couvert. Je ne vais pas payer plus juste parce que tu veux rejeter la faute sur moi. La conversation n'a mené nulle part. Elle insistait sur le fait que j'étais injuste, tandis que je tenais bon. Finalement, elle m'a raccroché au nez, mais les appels n'ont pas cessé. Les jours suivants, elle m'a bombardé de textos, d'emails et de messages vocaux, tous exigeant que je la rembourse pour le traiteur. À un moment, elle a même menacé de me poursuivre en justice si je ne m'exécutais pas. Mais ce n'était pas juste une question d'argent. Sophie ne se contentait pas de laisser les choses entre nous sur un simple différend financier. Elle a commencé à répandre sa version de l'histoire auprès d'amis communs et de membres de la famille, me faisant passer pour le méchant qui l'avait abandonné et refusait d'aider son frère en difficulté. J'ai reçu des appels de personnes que je n'avais pas vues depuis des mois, me demandant ce qui se passait et pourquoi j'étais si cruel. Une cousine éloignée de Sophie, que j'avais rencontrée une seule fois, a même eu l'audace de me faire la leçon sur les valeurs familiales. Julien traverse une période difficile. A-t-elle dit, tu aurais pu faire un petit sacrifice pour l'aider. Ce n'est pas comme si tu étais à la rue. J'ai ravalé ma colère, ne voulant pas discuter avec quelqu'un qui ne connaissait clairement pas toute l'histoire. Mais ça faisait mal.
Personne ne semblait se soucier de mes enfants ou de la manière dont les exigences de Sophie auraient bouleversé leur vie. Tout ce qui les intéressait, c'était sa version des faits, où j'étais le méchant sans cœur qui refusait d'aider. Heureusement, j'avais mon propre cercle de soutien. Mes amis proches et quelques membres de ma famille connaissaient la vérité et m'ont soutenu sans hésiter. Tu as fait le bon choix, m'a dit un de mes amis. Quelqu'un qui essaie de pousser tes enfants hors de leur maison ne mérite pas de faire partie de ta vie. Malgré tout, la situation était épuisante. Annuler le mariage était un cauchemar logistique. J'ai dû contacter les prestataires, expliquer la situation sans trop en dire, et naviguer dans l'embarras d'annuler un événement que les gens avaient déjà noté dans leur agenda. La plupart étaient compréhensifs, mais certains ont essayé de fouiller pour avoir plus de détails. J'ai gardé mes réponses vagues, disant que c'était une décision mutuelle et qu'on avait réalisé qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde pour l'avenir. Pendant tout ce temps, mes enfants ne connaissaient pas toute l'ampleur de ce qui se passait, mais ils pouvaient sentir que quelque chose avait changé. Mon aîné m'a demandé un soir, « On n'aura plus de belle-mère ?» Alors, j'ai souri doucement et secoué la tête. « Non, on n'en aura pas. Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. On est toujours une famille, et rien ne va changer ça. » Il semblait soulagé. Ce qui n'a fait que renforcer que j'avais pris la bonne décision. L'idée qu'ils soient envoyés dans un pensionnat pendant que Julien s'installait dans leur chambre me faisait encore bouillir le sang. Sophie avait complètement sous-estimé à quel point mon rôle de père comptait pour moi. Et c'était sa plus grosse erreur. La goutte d'eau est arrivée une semaine plus tard quand Sophie s'est pointée sans prévenir pour récupérer d'autres affaires. Elle est entrée dans la maison comme si elle avait encore un droit dessus, ses yeux scrutant l'endroit comme si elle vérifiait les signes de son absence. Elle n'a pas dit grand-chose au début, se contentant de rassembler ses affaires en silence pendant que je restais dans la cuisine, lui laissant de l'espace. Mais en partant, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et s'est tournée vers moi. « Tu sais, a-t-elle dit, la voix glaciale, tu vas regretter ça. Tu avais une chance de construire quelque chose de mieux, et tu l'as jeté. » J'ai soutenu son regard. Calme mais ferme. « Non, Sophie, je n'ai rien jeté. J'ai protégé ce qui comptait le plus, mes enfants et leur maison. Si tu ne peux pas comprendre ça, alors ça n'aurait jamais marché. » Son expression a vacillé un instant, comme si elle voulait argumenter, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a ricané, marmonné quelque chose sous son souffle, et est sortie pour la dernière fois. La maison est plus calme maintenant. Honnêtement, ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé quand j'ai demandé Sophie en mariage. Mais peut-être que c'est pour le mieux. Mes enfants sont en sécurité. Leur maison est toujours leur sanctuaire. Et je suis libéré du chaos qu'elle a essayé d'introduire dans nos vies. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai raté quelque chose au début qui aurait pu empêcher tout ça. Je suis encore en train de tout digérer. Mais j'aimerais avoir vos avis et conseils. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'important se passe. Merci d'avoir lu. Ready. Mise à jour finale. Salut à nouveau. Je pensais qu'en rompant et en annulant le mariage, le drame serait fini. J'avais tort. Il s'avère que m'éloigner de Sophie n'était pas seulement une question de protéger mes enfants et de préserver notre maison. Ça signifiait aussi gérer une vague de chaos que je n'avais pas vu venir. De Sophie répandant des mensonges sur moi à son frère Julien proférant des menaces voilées. Les choses sont passées d'intenses à carrément absurdes. Vous savez qu'elle avait déjà essayé de se victimiser devant nos familles. Eh bien, elle a passé la vitesse supérieure. Elle a dit à des amis communs et à certains membres de ma famille que j'étais abusif et contrôlant, déformant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Soudain, je recevais des appels et des messages de gens me demandant de m'expliquer. Certains étaient compatissants, tandis que d'autres m'accusaient carrément d'être le genre de personne qui pousserait quelqu'un à bout. Un ami commun, appelons-le David, m'a appelé pour dire « Mec, j'ai entendu que tu avais rendu la vie de Sophie infernale. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dû prendre une grande inspiration avant de répondre. « David, tu crois honnêtement que je ferais ça ? Elle voulait que j'envoie mes enfants en pensionnat pour que son frère puisse emménager. C'est la réalité. Heureusement. » David était assez raisonnable pour m'écouter, et après que je lui ai raconté toute l'histoire, il a reculé. Mais tout le monde n'était pas aussi compréhensif. Sophie avait un don pour déformer les choses, elle était toujours douée pour jouer la victime. Julien, bien sûr, n'était pas mieux. Une semaine après la rupture, il m'a envoyé un texto de nulle part. Son message disait « T'es un lâche sans colonne vertébrale pour ne pas aider ta famille. Je pourrais passer et récupérer ce qui est à moi. T'as intérêt à espérer que je n'ai pas à le prendre de force. » L'arrogance était hallucinante. Je n'avais rien pris à Julien. En fait, la seule chose que j'avais faite était de refuser qu'il s'impose chez moi. Mais son texto n'était pas seulement exaspérant, il était inquiétant. Je n'allais pas prendre de risques, alors j'ai appelé un serrurier le lendemain pour changer toutes les serrures.
Pendant quelques jours, je m'attendais à ce que Julien se pointe à nouveau, frappant à la porte ou faisant une scène. Mais au lieu de ça, tout est devenu étrangement silencieux. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert pourquoi. Un ami commun m'a dit que Julien avait été pris en train de voler de l'argent à Sophie, apparemment, lors d'un de ses épisodes d'ivresse. Il avait réussi à accéder à son compte bancaire et l'avait vidé. On ne parle pas de petites sommes, non plus. Il a pris des milliers d'euros. Quand j'ai entendu la nouvelle, je n'étais même pas surpris. C'était presque inévitable. Julien avait été un parasite aussi longtemps que je le connaissais, s'attendant toujours à ce que quelqu'un d'autre nettoie ses dégâts. Mais cette fois, il était allé trop loin, même selon ses propres standards. Ce qui empirait les choses, c'est qu'après avoir volé son argent, Julien avait complètement disparu. Il ne répondait ni aux appels ni aux textos, et personne ne l'avait vu depuis des jours. Sophie était laissée à se débrouiller, non seulement pour trouver comment payer ses factures, mais aussi pour gérer la dette qu'il lui avait laissée. Puis, comme si les choses ne pouvaient pas devenir plus ridicules, Sophie s'est pointée chez moi. Elle n'a pas appelé ni envoyé de texto avant. Elle est juste apparue sur le pas de ma porte. L'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est lancée dans son histoire larmoyante. « J'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, la voix tremblante. Julien a tout volé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis resté là un moment, digérant ce qu'elle venait de dire. J'ai eu des flashbacks de tout ce qu'elle m'avait fait traverser, à moi et à mes enfants. Et toute la compassion que j'aurais pu avoir a disparu. Sophie, ai-je dit fermement, ce n'est pas mon problème. Tu as fait ton choix. Tu voulais que Julien emménage ici. Tu te souviens, tu l'as mis au-dessus de tout, y compris mes enfants. Maintenant, tu fais face aux conséquences. Son expression est passée de suppliante à furieuse en un instant. Comment peux-tu être aussi sans cœur ? A-t-elle craché. Je pensais que tu tenais à moi. Je tenais à toi. Ai-je répondu. Mais tu m'as montré qui tu es vraiment. Tu as mis le confort de ton frère au-dessus de la stabilité de mes enfants. Et je ne vais pas nettoyer le désastre qui en découle. C'est à toi de gérer. Elle a essayé de discuter, mais je l'ai coupée. Tu dois partir. Ai-je dit. Ma voix ferme. J'en ai fini avec ça. Elle s'est restée là, visiblement stupéfaite. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est partie au cours des semaines suivantes. Les répercussions ont continué à se faire sentir dans la vie de Sophie. Julien était toujours introuvable. Et ses finances étaient en ruine. Les amis communs ont commencé à prendre leur distance avec elle à mesure que la vérité sur les agissements de Julien se révélait. Les mensonges qu'elle avait racontés sur moi ne tenaient pas face à l'examen, et les gens ont commencé à voir la vraie histoire, en y repensant. Je ne peux pas dire que je regrette quoi que ce soit, ni la rupture, ni l'annulation du mariage, et certainement pas d'avoir choisi mes enfants plutôt que Sophie et sa famille chaotique. C'était une leçon difficile, mais je ne l'oublierai jamais. Les gens que vous laissez entrer dans votre vie devraient l'enrichir, pas en prendre. Et si cela signifie fermer la porte à quelqu'un qui ne respecte pas vos limites, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mes enfants passent en premier, et ça ne changera jamais.